Bonjour et bienvenue dans cette émission du 25 octobre 2023 de cette Web TV sur laquelle je vous présente de jour en jour une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Aujourd'hui, je vais vous inviter à aborder la question du verrouillage de l'information et du rôle joué par la société NewsGuard. Alors pourquoi en parler? On sait qu'il y a un bras de fer actuellement entre la Commission de l'Union européenne et son commissaire Thierry Breton et Elon Musk qui a racheté Twitter pour en faire un espace de liberté d'expression. Et à l'occasion du conflit israélo-palestinien, Breton a rappelé à l'ordre Elon Musk en le menaçant de sanctions s'il n'obtempérait pas dans les 24 heures pour supprimer le contenu en ligne qui était problématique. Mais avec cette particularité de n'avoir pas décrit, désigné, indiqué de quel contenu il s'agissait. Alors, on voit à peu près la somme d'informations qui circulent sur Twitter. Et en fait, Breton a repris une stratégie qui est active dans les réseaux sociaux, c'est ce qu'utilise Facebook ou YouTube, par exemple, qui parfois vous sanctionne en vous disant que vous avez contrevenu aux règles de la communauté, mais sans vous dire exactement de quelles règles il s'agit. Donc c'est à vous de deviner pourquoi vous êtes sanctionné. Il n'y a à peu près aucun moyen de faire recours, ou plutôt si, mais ça n'est pas étayé, ça n'est pas documenté, on ne peut pas discuter avec eux. Ils réexaminent et puis ils décident de vous censurer ou pas. Et en l'occurrence, Elon Musk a réagi d'une manière évidemment habile mais aussi puissante en disant « Nous, notre politique désormais, c'est que tout est ouvert et transparent ». Une politique dont nous savons que la Commission européenne la soutient. Bon, ça c'est bien vu. Et en demandant à Breton, mais merci de faire la liste des violations que vous mentionnez pour que le public puisse être informé de ce que vous considérez comme du contenu problématique. Et évidemment que c'était une manière de piéger Breton. Parce que ça veut dire que maintenant, il va devoir faire ce travail, ou plutôt il va chercher à ne pas faire ce travail, mais donc en montrant l'opacité et le pouvoir arbitraire, en quelque sorte, dont il dispose. Alors la position de Breton, en l'occurrence, est faible, parce que le délai de 24 heures qu'il a donné ne correspond à rien, il ne peut pas être imposé comme ça de but en blanc, et parce qu'on trouve que c'est ainsi que les choses doivent être faites. Et de l'avis des autorisés, vous voyez un éditorial de Wired, un média en ligne, et qui n'est pas particulièrement indulgent pour Musk, donc on ne peut pas le soupçonner de parti pris, mais qui dit que d'après les spécialistes consultés, il n'y a absolument rien de probant dont Breton puisse se réclamer pour la démarche qu'il a entreprise. Et il faut rappeler que tout ceci se passe dans un contexte des Twitter Files. Donc quand Musk a racheté Twitter, il a eu accès à tout ce qui avait été fait en termes d'opérations de censure et d'influence de contenu, et en mettant en lumière notamment l'intervention massive de l'État profond, c'est-à-dire du FBI, la sécurité intérieure, la CIA, donc les services d'espionnage américains, la Maison-Blanche, les agences de santé, qui ont exigé de la plateforme qu'elle censure des contenus scientifiquement valides, mais qui s'opposaient à l'idéologie et à la doxa. Récemment, en France, le président du Conseil scientifique a reconnu que s'être trompé sur la question de l'immunisation procurée par l'injection génique expérimentale, ce qui veut dire de facto que toute la stratégie de passe sanitaire et d'exigence vaccinale posée sur certaines catégories de soignants n'avait pas lieu d'être. Et donc tous ceux qui à l'époque essayaient déjà de montrer ça, j'en ai fait partie, nous trouvions régulièrement censurés ou ralentis, c'est-à-dire qu'il y avait des entraves qui étaient mises à la libre circulation de nos contenus, voire des comptes qui ont été fermés. Ça m'est arrivé très tôt sur LinkedIn, alors que je ne faisais que republier des articles scientifiques. Donc on a vu des choses mais invraisemblables. Le blocage de politiciens en campagne électorale. Parce que Twitter trouvait que politiquement ils n'étaient pas corrects. Une pression des pharma, bien sûr. Des campagnes de destruction de réputation. Et puis une désinformation et une intox avec des conséquences énormes. L'élection présidentielle aux États-Unis a été biaisée par le fait que les organes de presse et les plateformes comme Twitter ont fait croire que l'histoire de l'ordinateur portable de Hunter Biden était une manipulation russe, alors que tout était véridique.
Et un certain nombre d'électeurs ont témoigné du fait, par des sondages, qu'ils auraient probablement changé leur intention de vote s'ils avaient été informés de cette réalité. Donc on voit qu'il y a un investissement massif du Deep State sur des plateformes qui sont censées être au bénéfice de la liberté d'opinion et d'expression garantie par nos constitutions, mais donc que ça n'est pas le cas. Et on a découvert, à l'occasion des Twitter Files, un interventionnisme que l'on croyait réservé à des sociétés dictatoriales ou totalitaires. En France, pour la petite histoire, BFM TV, ce monument de journalisme éthique, rigoureux, déontologique, a publié une nouvelle comme quoi Elon Musk envisageait de quitter l'Europe, de fermer Twitter en Europe, et l'intéressé a démenti en disant c'est juste du grand n'importe quoi. Rappelez également qu'aux États-Unis, une plainte a été couronnée de succès porté par 2 États, la Louisiane et le Missouri, et quelques scientifiques de très haut niveau, comme Jay Bhattacharya, Martin Kulldorff et d'autres, contre l'État fédéral pour violation du premier amendement de la Constitution, c'est-à-dire le droit à la liberté d'opinion et d'expression. Et pour l'instant, tous les tribunaux devant lesquels la cause est passée ont donné raison aux plaignants. Puisque la Maison-Blanche a fait opposition, a fait recours, c'est désormais la Cour suprême qui va se prononcer, évidemment dans une décision que tout le monde attend avec impatience. Rappelez également que les gouvernements ou les organes comme la Commission européenne font appel à des gens peu recommandables pour les aider à censurer les contenus de désinformation, disent-ils. Et par exemple, accusé de manipulation de l'information, un cabinet français d'intelligence économique a été choisi pour aider l'Union européenne à lutter contre la désinformation. Aux États-Unis, le Center for Countering Digital Hate, donc le Centre pour lutter contre la haine en ligne, qui est en fait juste une officine de couverture pour la CIA, prétend lutter contre les contenus en ligne, mais en luttant en fait contre les contenus qui contrarient la CIA. Et récemment donc, un consortium de journalistes indépendants a porté plainte en justice contre NewsGuard et le gouvernement américain pour censure, interdiction de points de vue différents, atteinte à la liberté d'expression. Et là où ça devient croustillant, c'est que il apparaît que l'Union européenne s'est alliée avec cette entreprise pour son nouveau règlement de censure en ligne. Alors, ça a été signalé sur Twitter à Elon Musk, probablement déjà informé, et qui donc a répondu publiquement « Est-ce vrai, monsieur Breton? Si c'est le cas, les populations d'Europe méritent que vous leur donniez une explication. » Pourquoi? Parce qu'en fait, NewsGuard est littéralement une entreprise très pernicieuse, mais extrêmement influente, de verrouillage de l'information et notamment de ce qui passe comme contenu dans les médias mainstream. Et donc Elon Musk a réagi en disant « NewsGuard est une honte, c'est une escroquerie et elle devrait être dissoute instantanément. » En soulignant bien sûr que nous sommes dans une époque où les autorités politiques ont des ambitions de censure qui paraissent extrêmement étranges à ceux d'entre nous qui ont un certain âge, tellement elles sont contraires aux valeurs fondamentales de notre société. Donc vous voyez, Jacinda Ardern, l'ancienne première ministre de Nouvelle-Zélande, qui est un pur produit du World Economic Mondial, du Forum économique mondial et des Young Global Leaders, elle dit « La liberté d'expression est une arme de guerre qui est utilisée contre les démocraties, et donc la censure d'État est nécessaire pour protéger la liberté. » Alors ça, si on fait un tout petit peu de logique, un syllogisme élémentaire, on voit quand même que ça pose problème bien résumé dans ce petit montage où ils se bidonnent autant qu'ils peuvent en disant « on leur a expliqué que la liberté d'expression menace la liberté d'expression ». Et bien sûr, ils ont été suffisamment cons pour marcher. Ce qui existe déjà, on le sait, c'est un complexe industriel de la censure qui est extraordinairement puissant, qui est organisé sur un ensemble de piliers. J'en ai proposé le décryptage dans de précédentes émissions. Et tout ça, bien sûr, aux mains de la CIA et de l'État profond. Ce sont eux qui occupent des postes qui permettent d'orienter et de configurer ce système dans le sens souhaité, et notamment de censurer
tout ce qui pourrait apporter une information contradictoire, mais surtout de qualité véridique, sur des sujets sur lesquels les médias mainstream ne font que désinformer. Alors, travaillant à l'appareillage de notes de mon prochain livre, je tiens comme toujours à tout sourcer de la manière la plus rigoureuse possible, ça m'a donné l'occasion de refaire un tour d'horizon de ces questions, et prenons juste ça. On se souvient tous de la campagne massive menée contre l'hydroxychloroquine en mars-avril 2020, où on prétendait tout à coup qu'elle était extrêmement dangereuse. C'est un des remèdes les plus prescrits au monde. La chloroquine et l'hydroxychloroquine existent depuis 80 ans pour la chloroquine, ont été prescrits à des milliards de reprises sans aucun signal de danger de la nature de ceux qu'on a prétendu qui se mettaient à exister tout à coup. Donc, vous voyez, dans une revue publiée dans The Current Cardiology Reviews en mai 2021, les auteurs se sont posé la question, mais qu'est-ce qu'on disait de la dangerosité éventuelle de l'hydroxychloroquine avant mars 2020 ? Eh bien, qu'en disait-on ? Rien. Il faut rappeler qu'avant qu'Agnès Buzyn, en janvier 2020, ne la retire de cette liste, c'était un médicament qui était disponible sans ordonnance, librement. Pourquoi ? Parce que son profil est extraordinairement sécuritaire. Et tout à coup, on a vu effectivement les agences de santé et la presse partir en vrille. Donc je vous en donne quelques exemples, mais c'est impressionnant de revenir là-dessus. Swissmedic attire l'attention sur les risques d'effets indésirables graves liés à l'hydroxychloroquine et la chloroquine. L'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé qui dit « rappel des risques de la chloroquine ». Le gouvernement du Canada, la chloroquine et l'hydroxychloroquine peuvent entraîner de graves effets secondaires. Le point, coronavirus, alarme contre la chloroquine. On a même trouvé, en cherchant bien, que l'hydroxychloroquine pouvait produire des risques neuropsychiatriques. Oui, oui. On n'avait jamais vu ça avant, mais tout d'un coup, ah bah tiens, pourquoi pas ça aussi ? Et donc, voilà, la presse qui a embouché de manière unanime cette trompette, les effets indésirables graves s'accumulent sur l'hydroxychloroquine. C'était faux. C'est juste que sur le nombre de milliers de personnes soignées, il y en avait qui avaient déjà ou étaient susceptibles d'avoir des problèmes cardiaques, indépendantes de la prise du remède. Ça a été confirmé depuis, mais on voit ce torrent d'informations fallacieuses qui s'est déversé. Donc un effet potentiellement néfaste sur le cœur. Une nouvelle étude pointe la dangerosité du traitement de Raoult, et ça, c'est une étude truquée, publiée avec l'aide de l'Université de Lausanne et des hôpitaux universitaires genevois, l'étude Fiolet et Hall, qui est juste une truanderie. Et vous voyez qu'aujourd'hui encore, en mai 2023, la prise de l'hydroxychloroquine peut entraîner des effets indésirables. Alors tout d'un coup, ce produit devenait dangereux, comme si tout d'un coup on vous racontait que l'aspirine est un danger mortel. Et ce qui est fascinant, c'est que tous ceux qui l'ont prescrit ont marché dans la combine, alors qu'ils savaient que ça n'était pas le cas. Et puis on a fait croire, bien sûr, que c'était inefficace contre le Covid, en dépit d'une somme d'informations absolument massive. Donc tout récemment encore, une étude belge vient de sortir montrant un effet tout à fait probant sur la réduction de la mortalité chez les patients hospitalisés à faible dose. Et puis, on a aujourd'hui plus de 400 études qui montrent que, notamment en prescription précoce, on peut abaisser le risque de mortalité de 76%. Et il faut bien mesurer plus de 400 études. Il y a à peu près aucun médicament actuellement prescrit, donc sur le marché, qui ne dispose d'une telle somme de données probantes. Et même en laissant de côté les études de Didier Raoult et de l'IHU. Ce sont plus de 400 études dans plus de 58 pays ayant impliqué 529 000 patients. Donc voilà, qu'est-ce qui fait que la presse unanime, alors même qu'il y a un degré d'évidence, pour paraphraser les termes adaptés de l'anglais, en faveur de l'efficacité de ce remède, et tous affirmer le contraire, c'est là où on doit commencer à se poser des questions. D'autant plus que la sécurité du médicament a bien sûr été réaffirmée une fois cette folie passée. Vous voyez, cet article, une mini-revue, dit non seulement l'hydroxychloroquine n'est pas dangereuse, mais elle protège même le cœur. Le Collège américain de rhumatologie, c'est un remède qui est très employé pour la polyarthrite rhumatoïde,
tout de suite a dit, mais on ne voit absolument aucune corrélation d'aucune sorte entre la prescription d'hydroxychloroquine et des problèmes cardiaques, tachycardie, torsade de pointe. Et bien sûr, ça a été confirmé depuis. Donc, on a déliré pendant quelques mois autour de ce fantasme qu'un remède complètement sûr, tout d'un coup, devenait très dangereux. Et vous voyez le docteur Richard Urso qui, dans une audition au Sénat américain organisée par le sénateur Ron Johnson, dit « Voilà en réalité les effets secondaires de l'hydroxychloroquine, ça fait baisser le cholestérol, ça fait baisser le taux de glucose sanguin, ça fait baisser la résistance à l'insuline, ça fait baisser les D-dimères, donc des marqueurs inflammatoires avec des risques de thrombose, et ça fait baisser le risque d'attaque cardiaque, d'embolie pulmonaire et d'atteinte chronique du foie. » Donc, qu'est-ce qui fait? Alors même que ce remède-là est sûr et efficace, la presse unanime a mené une campagne de destruction de réputation contre ce remède d'une manière totalement délirante, parce que décorrélé de ce qu'on savait avant, décorrélé de ce qu'on pouvait voir pendant, et décorrélé de ce qu'on a pu confirmer par la suite. Et évidemment, en invitant que des médecins de plateau prostitués, c'est-à-dire employés par l'industrie pharmaceutique, aux fins de désinformer la population, et avec tout un appareillage médiatique, notamment de pseudo-fact-checkers. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une information positive risquait de sortir, vous aviez 4, 5, 6 articles qui étaient publiés par des fact-checkers qui disaient « mais non, pas du tout, c'est faux, ne vous laissez pas manipuler ». Et donc, bien sûr que la responsabilité de la presse est majeure. S'ils avaient fait leur travail en respect de l'esprit critique, de la déontologie journalistique, en regardant les études qui sortaient pour voir ce qu'il en était, à ce moment-là, il y aurait eu des titres qui auraient pris position pour ou contre dans un jeu naturel dans le débat d'idées. Mais si tout a été verrouillé de l'humanité à l'équivalent de minutes, c'est bien qu'on était dans une opération. Alors qui évidemment s'explique en partie par la guerre de 5e génération et l'ingénierie sociale, mais aussi, on le verra, par d'autres explications. Alors, la pointe de l'histoire, c'est qu'il y avait bien un remède qui était dangereux pour le cœur, et les reins et le foie. C'était le remdesivir de Gilead, celui promu par Karine Lacombe et par un ensemble de médecins de plateau en dépit de sa dangerosité. On soupçonne qu'il y a plus de 100 000 personnes qui sont décédées aux États-Unis de la prescription abusive de ce pseudo-remède. Et donc, oui, là, on a pu établir le fait qu'il y avait également un risque d'atteinte cardiaque en lien avec ce remède. Alors, je reviens aussi sur la campagne de dénigrement qu'a subie Didier Raoult, parce que là encore, elle est phénoménale. Qu'on ne soit pas d'accord avec un scientifique, pourquoi pas, mais quand un des meilleurs, sinon le meilleur microbiologiste au monde, s'appuyant sur 40 ans de carrière, sur une expérience particulièrement élevée de prescription d'hydroxychloroquine, apporte des idées, là encore que la presse unanime cherche à se le salir par tous les moyens possibles et imaginables. Donc je vous ai fait là aussi une petite revue. Olivier Hertel, qui s'est pris à Didier Raoult de manière obsessionnelle dans Le Point. Vous voyez, a osé dire, il a eu raison au début de la pandémie quand il a dit qu'il fallait tester tout le monde. Ensuite, il a tout raté. Voilà. Vous voyez, un journaleux aux compétences rachitiques qui dit du meilleur microbiologiste au monde qu'il n'a rien compris et qu'il s'est trompé sur tout. Et toujours ces campagnes de salissage. Vous voyez, dans l'Express, essai clinique sauvage, Didier Raoult a abusé des dizaines de milliers de personnes. C'est faux, bien sûr. Pourquoi nous avons exclu Didier Raoult du palmarès des médecins experts? Alain Duhamel qui a dit de lui qu'il était un peu déséquilibré psychiquement. Bon, Alain Duhamel encense Emmanuel Macron, donc ça donne peut-être une idée du discernement du personnage. François Crémieux qui dit vraiment que le professeur Raoult devait quitter l'IHU, 30 ans d'expérimentation sauvage sur l'être humain, l'immense journaliste que le monde entier nous envie, grand expert scientifique Patrick Cohen, mitraille Didier Raoult, parle du désastre de Didier Raoult, le Parisien se demande comment l'arrêter, Marianne, comment a-t-il pu jouir de plus de 3 ans d'impunité? Enfin, c'était vraiment la curée pendant 3 ans. Et là encore, tout journaliste ayant gardé un peu de bon sens, il y en a eu quelques-uns, et il faut les remercier, comprend tout de suite
qu'on est dans quelque chose qui est de l'ordre du lynchage médiatique, de l'assassinat de réputation, mais pas d'une approche intelligente et ouverte de quelqu'un qui sait de quoi il parle et qui propose quelque chose en toute connaissance de cause. Mais évidemment que ce traitement a été réservé à tous les équivalents. Christian Perron y a eu droit, bien sûr, anti-vax, idole de l'extrême droite, ben tiens. Et donc, comment expliquer cette polarisation uniforme du champ des médias, qui est très inquiétante, parce que, de nouveau, on ne trouve ça que dans des régimes totalitaires et qu'en dictature. Alors, Corinne Lalo, qui est journaliste avec beaucoup d'expérience, qui a été grand reporter pour la presse écrite et audiovisuelle, nous a mis sur la piste en disant qu'il existe aujourd'hui une entreprise, Poynter, qui est devenue une référence, c'est-à-dire que tous les médias se tournent vers elle pour savoir qui ils peuvent inviter ou non pour parler de tel ou tel sujet. Et pas sur une logique d'interdiction, on ne vous dit pas vous n'avez pas le droit d'inviter Christian Perron, mais il y a des ratings et des listes qui évaluent l'indication d'inviter telle ou telle personne, mais aussi les risques que ça peut vous faire courir. Et j'ai su, en ce qui me concerne en Suisse, que le groupe Ringier avait établi une blacklist à l'intention de ses rédactions, où je figurais bien sûr, mais en très bonne compagnie, puisqu'il y avait également Didier Raoult et Christian Perron. C'est-à-dire qu'aucun de nous n'avions la possibilité d'être abordé par un journaliste pour savoir si on avait quelque chose à dire sur la crise et sa gestion. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Ringier, c'est ce groupe qui possède le Blick, un torchon de caniveau, qui a magouillé avec le ministre de la Santé en Suisse pour manipuler la population et le gouvernement, le ministre faisant fuiter par le Blick des informations pour orienter les décisions qui seraient prises par la suite. Et vous voyez, l'enquête en cours serait accablante pour le bonhomme. Et donc on s'est retrouvé dans cette situation où on a réservé l'espace médiatique à des médecins de plateau corrompus et qui disaient n'importe quoi, alors que des gens intéressants ou des experts bien plus compétents étaient ostracisés et n'avaient plus accès à une possibilité de donner de l'information à la population. Alors bien sûr, il y a des médias indépendants qui se sont créés ou qui se sont mobilisés pour donner la parole à ces experts. En Suisse romande, on est assez bien doté. Et par exemple, Amel Debay à l'Impertinent Média ou covidhub.ch, je crois, a interviewé toutes les personnes qui avaient quelque chose d'intéressant à dire. De Jay Bhattacharya, Christian Perron, Alexandra Henrion-Caude, Laurent Micheli, Michel Maffezoli, nommez-les, toutes les personnes qui avaient quelque chose d'intéressant à dire ont été invitées. Mais après, avec un traitement appliqué par la sphère médiatique à ces titres indépendants du même ordre en termes de destruction de réputation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette presse odieuse colle des étiquettes, mais aussi pour orienter le fait que vous ne puissiez pas vous réclamer d'une information trouvée, par exemple, sur France Soir ou sur Epoch Times. Ah oui, France Soir, le site anti-vax complotiste. Vous voyez ? Alors, The Epoch Times a fait un excellent travail aux États-Unis et en Europe et en France autour de la crise Covid, mais d'autres sujets de société. Donc, je vous ai donné ici un petit florilège de ce qu'on peut trouver sur Google, dans le moteur de recherche. Voilà comment Libération, qui a fait un travail mais détestable, d'une malhonnêteté révoltante, décrit The Epoch Times, l'art trouble de la mésinformation. En diffusant sur son site français des informations complotistes, pro-Zemmour et anti-Macron. Ah, anti-Macron, c'est grave. Sa ligne éditoriale est désormais proche de la droite nationaliste, c'est-à-dire de l'extrême droite. Le Progrès, amateur de théorie du complot, pro-Trump, vaccino-sceptique, ultra-conservateur. RFI, outil de propagande. The Epoch Times apparaît comme l'une des étoiles montantes de la désinformation en ligne. Donc vous voyez, on exclut, on ostracise les bons experts et les gens qui disent des choses intelligentes de l'entier des médias. On cache la vérité à la population de la manière la plus diligente et la plus veule, à vrai dire. Et puis tous les espaces autres sur lesquels ils ont l'occasion de s'exprimer, eh bien on les dénigre. Exactement comme François Mitterrand en avait fait une tactique par rapport aux nombreuses casseroles qu'il traînait.
Je ne sais pas si vous êtes informé de ça, mais donc quand il avait peur qu'une affaire sorte, qu'est-ce qu'il faisait? Il la faisait fuiter dans Minute, journal d'extrême droite. Pourquoi? Parce qu'une fois que Minute avait publié quelque chose à ce sujet, tout le reste de la presse se pinçait le nez en disant « Quelle horreur, nous ne reprendrons jamais une information de chez Minute » et ne cherchait même pas à savoir si elle était vraie ou non. Vous voyez, on est dans cette logique actuellement. Alors là où ça devient intéressant, c'est que NewsGuard, et nous verrons ça dans les prochaines émissions, et l'entreprise, mais qui en fait est une couverture, c'est une officine au service de l'État profond américain, les mêmes qui ont organisé la censure sur les réseaux sociaux, pour exercer une influence imparable sur les médias. Parce que bien sûr que tous les journalistes ne sont pas corrompus et qu'un certain nombre de journalistes sont compétents. Donc comment se fait-il qu'à de si rares exceptions près, le milieu unanime ait été corseté dans la répression d'une information loyale et ouverte, et donc contrainte à participer au système de désinformation et de propagande étatique? C'est là où intervient NewsGuard. Donc nous le verrons à partir de demain, en rappelant, comme le souligne le docteur Légard à Marseille, le nœud de nos problèmes sont les médias. La solution, c'est le journalisme citoyen. Lui remercie François de lui avoir permis de s'exprimer et il nous signale une nouvelle conférence d'Idriss Aberkane donnée à Montréal sur le sujet de la presse, donc je n'en ai pas encore pris connaissance, mais ça doit très probablement être intéressant. À demain. Merci.